années un peu ras-le-bol de la passivité des patients pris en charge par la Sécu qui s'installent sur la table de massage. Donc aujourd'hui c'est massage, non, on va un petit peu se motiver, on va se prendre en charge. Et donc effectivement ça ne répondait plus à mes attentes. Donc je me suis passionnée pour la micronutrition et particulièrement pour le domaine des hormones et de la fertilité qui sont vraiment mes deux grandes passions. Et puis voilà, du coup, venant suivre Stéphane en consultation pendant une semaine, je me suis dit, ah, ça serait super sympa si on faisait une petite conférence à 3. Donc voilà pourquoi on est là. Et puis effectivement, comme Clara disait, donc, je suis cofondatrice de DFN Formation, qui est un organisme de formation sur Paris. Donc comme vous avez pu remarquer avant, il y a vraiment, ces deux hormones ont vraiment des actions opposées, synergiques, donc on a vraiment besoin de tout. Et ce qui est particulier à constater auprès de la plus grande majorité de nos patientes, quand vous demandez aux patientes combien de temps dure leur cycle, qu'est-ce qu'elles vous répondent en général? Souvent elles ne disent pas ça. Elles disent, si elles disent 5 à 7 jours, parce qu'elles confondent avec les règles. Et c'est vrai qu'on parle de cycle menstruel d'ailleurs. Comme si, et puis le cycle menstruel est enseigné par rapport aux règles, alors que finalement, les menstruations, c'est la finalité du cycle. Ce qui va déterminer mes règles, c'est ce qui s'est passé avant, c'est cette chute de progestérone et d'œstrogène en fin de cycle. Si j'ai des règles très abondantes, sachant que effectivement les œstrogènes épaississent la muqueuse, ça sera à cause du cycle qui est passé, donc ça devrait être vu plutôt comme une finalité d'un cycle, mais c'est pas le cas. On dit J1, premier jour des règles, bon, c'est comme ça, il faut faire avec, mais il faut comprendre qu'effectivement il y a tout un enchaînement. Donc on a besoin des deux. Et tout ça, ça sera grandement déterminé par l'ovulation. Vous avez vu avec Stéphane que la progestérone est synthétisée par le corps jaune après l'ovulation. Donc si je n'ai pas une bonne ovulation, je n'aurai pas beaucoup de progestérone. Parce que souvent on croit j'ovule ou j'ovule pas. Mais en fait, il y a 50 nuances de gris entre j'ovule ou j'ovule pas. Je peux ovuler pas très bien, pas bien du tout. Je peux avoir une superbe ovule de compète. Donc moi, mes objectifs, quand je vois une femme, je veux bien la faire ovuler tant que c'est encore possible, bien sûr. Et après, effectivement, pour reprendre ton expression, on ne peut pas faire pleurer une pierre, donc voilà. Quand c'est la ménopause, il n'y a plus moyen, donc il peut y avoir l'intérêt des hormones bioidentiques, effectivement. Et donc, il faut quand même que la femme comprenne que son cycle, ce ne sont pas que les menstruations. Elle arriverait à beaucoup mieux respecter son cycle, respecter ses hormones, puisqu'effectivement, vu qu'elle est vraiment persuadée que son cycle, c'est ses menstruations, c'est pas très drôle comme période, elle peut avoir mal au ventre. Elle va mettre aussi sous la responsabilité de ses hormones la période prémenstruelle qui n'est pas toujours très sympa, où elle peut être un petit peu agaçante, irritable, mal au sein, les jambes lourdes, constipation, douleur au ventre. Et donc elle responsabilise ses hormones de tous ces maux. Et elle ne se rend pas compte qu'il y a plein de signes cliniques absolument magnifiques, géniaux, grâce à nos hormones, si on ovule bien. Déjà, si on ovule bien, elle n'aura pas de syndrome prémenstruel, elle n'aura pas mal au ventre. Et voilà, donc essayons de parler à nos patientes du cycle complet, de remettre les choses à leur place. Et effectivement, une femme, pendant sa phase folliculaire, vous allez voir que quand elle approche de l'ovulation, elle va devenir super combative, hyper motivée, elle aura 10 projets par jour, va partir un peu dans tous les... Ça part un peu dans tous les sens parfois, c'est vrai, il faut être honnête. C'est là qu'on appelle Clara et Stéphane un mois de venir en Belgique. Ça vous dit pas de faire une petite conf? Donc c'est vrai que des fois c'est un petit peu fou. Donc c'est super agréable. Parfois pour l'entourage c'est un petit peu déconcertant. Mais il faut aussi après passer dans une autre phase. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être à fond comme ça, c'est pas possible. Donc la progestérone, après l'ovulation, permettra aussi de... Voilà, j'ai pensé à 10 projets, c'est super chouette, mais je ne peux pas tout faire. Je n'avais pas pensé à ça pendant ma phase fertile, ma phase où j'étais bourrée d'estrogène. Parce que récepteur NMDA, dopamine à bloc. Et après l'ovulation, grâce à cette progestérone, GABA, sérotonine, on ralentit, on structure nos idées, on range notre maison, on est super cool. Et voilà, ça permet vraiment de faire vraiment des cycles. Et c'est des phases super agréables en fait. Quand on se connaît en tant que femme, on sait s'observer éventuellement par une méthode d'observation des cycles, ou même repérer ses humeurs, bah, c'est super constructif et c'est génial. Ça peut permettre de programmer plein de choses. Et la sportive, c'est pareil. Sous l'effet des oestrogènes, elle sera beaucoup plus puissante, beaucoup plus combative, elle pourra aller beaucoup plus loin dans sa performance physique. Elle aura un métabolisme plutôt rapide, donc plutôt dans les sports intense, comme le HIIT par exemple. Pendant sa période d'ovulation, elle sera vraiment très puissante et du coup elle va souvent se blesser aussi.
Et alors que pendant sa phase progestative, sa phase lutéale, elle sera plutôt endurante et exercice éventuellement de concentration également. Donc c'est génial en fait, quand on peut voir le cycle comme ça, comme optimisant vraiment toutes nos fonctions physiques et psychiques, respect l'ovulation quoi. Ovulation de power. Et donc effectivement, ça devient un objectif dans quasiment toutes mes consultations de femmes en période d'activité génitale. Je vais optimiser votre ovulation. Mais je m'en fous, moi je veux pas d'enfants. C'est pas juste avoir des enfants. La fertilité, c'est pas que pour faire un bébé. Donc voilà, c'est important de remettre les choses à leur place. Donc effectivement, objectif, mieux ovuler. Parce que la grande majorité des troubles hormonaux du cycle sont liés vraiment à la dysovulation. Tout ce qui est syndrome prémenstruel, règles douloureuses, tout part ou presque d'une dysovulation. Effectivement, si j'ovule mal, je ne vais pas fabriquer beaucoup de progestérone. On a bien vu que ce n'est pas juste j'ovule ou j'ovule pas. Il y a plein de femmes qui ont des ovulations de mauvaise qualité. Elles peuvent avoir leur follicule qui est lutéinisé par la LH, mais insuffisamment lutéinisé. D'ailleurs, parfois, le follicule ne va même pas se rompre, il n'y aura même pas eu d'ovulation, alors qu'il y aura quand même un peu de progestérone sécrété par un follicule lutéinisé non rompu. Donc c'est possible d'avoir quand même un peu de progestérone. Et d'autres vont lutéiniser un follicule un peu trop petit parce qu'il n'est pas bien arrivé à maturation dans la première phase du cycle. Et donc il va fabriquer un peu de progestérone, il y aura une ovulation, elle peut tomber enceinte, mais il n'y aura pas beaucoup de progestérone, donc elle a de grandes chances de faire une fausse couche si c'est le cas. Donc optimiser l'ovulation. Effectivement, du coup, s'il n'y a pas de progestérone, il y aura une hyperoestrogénie relative. Et on verra que parfois, quand une femme a de l'hyperoestrogénie, dans certaines situations, on sera amené à augmenter ses oestrogènes. C'est ce que Stéphane vous a dit, c'est les oestrogènes qui augmentent le pic de LH, qui déclenchent l'ovulation, qui est à l'origine de la progestérone. Donc parfois, si je n'ai pas de progestérone, ça peut être parce que je n'avais pas beaucoup d'oestrogènes. On en reparlera tout à l'heure, c'est un peu perturbant. Quand on dit hyperoestrogénie relative, ça veut dire trop peu, à la limite. Infraliminaire. Ça veut dire qu'en fait, voilà. Il y a des équipes, il y a trop peu de ça. Voilà, l'hyperoestrogénie peut être liée à un excès d'oestrogène, ou du moins d'imprégnation oestrogénique, parce que c'est pas forcément un excès d'oestrogène en termes de quantité, ça peut être une hypersensibilité, etc. Mais ça peut être aussi lié à un manque de progestérone. D'où ici relative. Alors du coup, maintenant, notre démarche en micronutrition, c'est de savoir quelles sont les causes de dysovulation, puisque c'est le dysovulation qui met le bordel. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la femme dysovule. Parce qu'on pense bien qu'on ne va pas résoudre les dysovulations de toutes les femmes avec un seul complément alimentaire ou une seule assiette, sinon toutes les femmes ovuleraient de compète. Donc il faut vraiment qu'on enquête à travers les signes cliniques et à travers les analyses biologiques de nos patientes à la recherche du responsable de cette dysovulation. Et la seule prise en charge efficace et pérenne sera la prise en charge de la cause repérée. C'est pareil pour tout. Et c'est ce qui rend notre activité tellement passionnante, mais un peu plus complexe effectivement. Alors quelles sont les causes? Bien sûr, il y a des causes physiologiques, l'allaitement, la grossesse, la ménopause. Ben ça, il faut que ça s'arrête, et puis voilà, c'est la ménopause, voilà, c'est vraiment ça s'arrête. Contraception hormonale. Tu disais la post-grossesse. Ouais, pendant la grossesse, bah forcément il n'y a pas d'ovulation, mais en post-grossesse, ça met un certain temps à revenir, et c'est pas anormal d'avoir un cycle particulier dans une période particulière. Voilà, ça c'est un peu hors sujet. L'allaitement compte aussi là-dedans ou pas? Oui, tout à fait. Oui, hein. Ça, ouais. Si, ouais, j'ai marqué. J'insiste là-dessus parce que je vois trop de patientes se faire diagnostiquer des SOPK dans des périodes particulières de leur vie, comme dans les années qui suivent la ménarche, les premières règles. C'est normal qu'une femme mette des années à avoir un cycle régulier. C'est normal qu'une jeune fille ait de l'hyperoestrogénie, ses ovaires ils se mettent en route. La maturation hormonale met longtemps, des années. Donc on ne diagnostique pas un SOPK à 16 ans, à 18 ans. C'est criminel parce que ce sont des femmes qui vont chercher à se rassurer parce qu'elles vont voir qu'elles ont des risques d'infertilité, elles vont faire un bébé à 16 ans pour vérifier qu'elles sont fertiles. Donc attention, c'est pas anormal d'avoir un cycle particulier pendant une période particulière de vie. Et donc voilà, donc ça on peut pas, vous êtes d'accord, ça on s'en occupe pas, quoi. Enfin on s'en occupe pas si on peut lui expliquer que sa contraception hormonale la prive de la merveille du cycle. Si, il faut expliquer. C'est criminel de dire à une femme, prenez la pilule contraceptive sans lui expliquer que c'est un perturbateur endocrinien, pas que ovarien, mais global, thyroïdien, surrénalien, et c'est criminel de donner à une femme une pilule contraceptive sans lui dire que c'est un cancérogène de première catégorie reconnu par le cirque.
Voilà. Et après, on va lui dire attention, ne mangez pas de soja. Mais en plus de ça, effectivement, vous savez, bon, on ne va pas polémiquer sur la pilule, mais c'est deux hormones, donc progestatifs de synthèse, qui n'ont rien à voir avec l'utrogestan dont a parlé tout à l'heure Stéphane, et c'est de l'éthénylestradiol, qui est un œstrogène méga puissant, qui est effectivement procancérogène. Donc on leur en parle quand même, puis après, nous on propose et elle dispose. Hein. Après maintenant, on va chercher les causes fonctionnelles, celles sur lesquelles, en tant que praticien, on peut agir. Pourquoi la patiente peut mal ovuler? Peut-être qu'elle a une aménorrhée centrale. Alors pourquoi? Donc ça veut dire que les ovaires sont intègres, il y a tout ce qu'il faut pour fonctionner, mais le message du cerveau ne passe pas. Donc forcément, il n'y aura pas de sécrétion d'œstrogène et de progestérone, mais le responsable ici, c'est le cerveau. Alors pourquoi est-ce que notre cerveau peut nous mettre en dysovulation, voire en anovulation? Eh bien, une des premières causes, c'est le déséquilibre de la balance énergétique. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, dans notre cerveau, il y a un système de protection qui fait que quand je ne mange pas assez, ou que je me dépense de trop physiquement, ou que je ne me mange pas assez par rapport à ce dont je me dépense, attention, danger, je n'ai pas assez d'énergie pour tout faire. Il faut prioriser les fonctions vitales. Mon cerveau, mon système respiratoire, mais en aucun cas, l'ovulation est une priorité. En plus, si j'ovule, je risque de tomber enceinte, et donc c'est dangereux pour moi et pour le bébé à naître. Donc système de protection, le cerveau va bloquer la GnRH, puis la LH qui va toujours chuter avant la FSH, et donc dès que vous avez une LH basse chez une femme en âge de procréer, ça peut signer effectivement une aménorrhée centrale. Donc déséquilibre énergétique, je peux passer, voilà. Autre cause d'aménorrhée centrale, toujours dans cette cause de dysfonction centrale, l'insuffisance surrénalienne. Quand les surrénales sont tabous, sont HS, hein, ça on ne va pas forcément développer, ça on pourra en parler pendant des heures, mais c'est effectivement secondaire à un stress mal géré pendant des années, eh bien mon cortisol est à plat, mon cerveau va essayer de compenser la situation en augmentant la CRH, une hormone pour stimuler les surrénales, afin d'essayer de remonter ce cortisol indispensable à ma survie. Donc il y aura une augmentation de CRH au niveau du cerveau, mais les surrénales sont HS, donc il n'y a plus rien qui répond. Et cette CRH, quand elle augmente, elle va inhiber l'axe aussi hypothalamo-hypophysaire, elle va diminuer GnRH, LH. Donc même conséquence que précédemment. Troisième cause d'aménorrhée centrale, plus connue, l'hyperprolactinémie, qui est toujours recherchée dans les causes de dysovulation. Une prolactine trop élevée peut également abaisser la LH. Alors, ok, ça va pour ces causes d'aménorrhée centrale? C'est ce qu'on a dans l'allaitement, tout simplement. Ouais. Et que effectivement certaines produisent en excès sans allaiter, donc elles ont parfois de galactorée, mais pas toujours. Hein. Autre cause de dysovulation très connue également, l'hyperandrogénie. Donc les androgènes, c'est les hormones mâles, donc l'excès d'hormones mâles. Donc ce qui nous intéresse, c'est de traiter l'origine du problème. Donc dès qu'on repère une hyperandrogénie chez une femme, soit sur la clinique parce qu'elle a des poils au menton, elle perd ses cheveux comme un homme, on va dire. Comme ça. Voilà. Très bien. Soit parce qu'elle a une musculature très développée qui peuvent intriguer aussi parfois, voilà, de l'acné, eh bien on va s'interroger sur pourquoi peut-elle avoir trop d'androgènes. Donc les causes d'hyperandrogénie sont la plus connue, l'hyperinsulinisme. L'excès d'insuline augmente la LH qui fait produire de la testostérone par nos ovaires, et donc ça bloque l'ovulation. Mais attention, c'est pas du tout la seule cause d'hyperandrogénie, on a tendance à la limiter à ça. Vous savez, là je parle un peu du syndrome des ovaires polykystiques, comme l'hyperandrogénie, c'est très souvent le syndrome des ovaires polykystiques quand il y a dysovulation associée en tout cas. Et donc souvent on dit, bah, c'est de l'hyperinsulinisme, baisser les sucres et tout ira bien. Il y a plein d'autres causes, plein. Donc il y a 75% des femmes qui ont un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, qui ont de l'hyperinsulinisme, mais même dans ces 75%, il ne faut pas juste se satisfaire de cette recherche, parce que c'est pas parce qu'elles ont un hyperinsulinisme qu'on se dit bingo, j'ai mis le doigt sur le problème. Non, il y a peut-être plein d'autres choses qui leur font produire trop d'androgènes, il faut aussi le rechercher. Et puis en l'occurrence, il y a 25% qui n'ont pas du tout d'hyperinsulinisme. Donc deuxième cause d'hyperandrogénie, c'est la baisse de la progestérone. Donc vous voyez le cercle vicieux qui s'installe, j'ovule mal, je n'ai pas de progestérone, j'ai de l'hyperandrogénie qui bloque mon ovulation. Alors, autre cause à laquelle il faut songer dans les hyperandrogénies, c'est la prolactine. Parce qu'à chaque fois quand on fait un bilan de syndrome des ovaires polykystiques, on pense aux androgènes ovariens. Mais il y a des femmes qui produisent aussi, bah, vous savez, on produit toutes des androgènes aussi par nos surrénales. Et dans le SOPK, parfois, le responsable, ce ne sont pas les ovaires qui produisent trop d'androgènes, ça peut être les surrénales. Et la principale cause d'excès d'androgènes surrénaliens chez la femme, c'est aussi l'hyperprolactinémie.
Donc vous voyez, quand elle est présente, elle perturbe déjà ces deux choses-là. Et l'inflammation aussi, il y a des études qui montrent qu'en cas d'inflammation, les ovaires vont fabriquer davantage d'androgènes. Donc tout ça, c'est à rechercher. On comprend déjà que suivant les causes repérées chez la patiente, on n'aura pas du tout le même traitement pour traiter ses règles douloureuses, ses seins tendus, etc. Autre cause, manque d'œstrogène, pas de LH, pas de LH, pas d'ovulation, pas de progestérone, déséquilibre œstroprogestatif. Donc pareil, on va toujours continuer notre enquête. Elle n'a pas d'œstrogène, elle a effectivement des signes cliniques de manque d'œstrogène, elle n'a pas beaucoup de tissus, souvent elles sont plutôt maigres, par exemple elles peuvent être véganes. Effectivement, elles n'ont pas de libido, elles n'ont pas de forme, etc. Donc il faut rechercher effectivement le manque d'œstrogène, puis le valider par la biologie bien entendu, et rechercher les causes de manque d'œstrogène. Donc le manque de cholestérol en fait partie, pas de cholestérol, aucune hormone stéroïde, parce que c'est le précurseur d'absolument toutes les hormones stéroïdes. Je peux avancer, Clara. Autre cause, c'est l'aménorrhée centrale, hein, quand le cerveau bloque, il n'y a plus de FSH, et il fallait de la FSH pour faire maturer les follicules, pour produire des oestrogènes. Donc ça va entraîner ça aussi. Autre cause de manque d'œstrogène, l'hypothyroïdie. Alors là, c'est un peu particulier, l'hypothyroïdie peut nous faire trop d'œstrogène ou pas assez. Mais en effet, il faut de la T3, hein. Quand on parle d'hypothyroïdie, on est d'accord, hein. On parle bien d'avoir assez de T3 et que la T3 soit fonctionnelle. Assez de T4, c'est pas qu'on s'en fiche, mais un peu presque, enfin, par rapport à la T3. Et si j'ai pas de T3, mon cholestérol ne va pas rentrer dans mes mitochondries pour fabriquer le précurseur de toutes nos hormones stéroïdes, qui est la prégnénolone. Donc ça se tient. Mais dans notre situation, sachez que des fois l'hypothyroïdie peut plutôt augmenter les œstrogènes. Hein. Cette hypothyroïdie, tu peux avancer Clara. Vas-y. Une hypothyroïdie pas traitée va toujours engendrer une fatigue surrénalienne, et la fatigue surrénalienne pas traitée va entraîner une hypothyroïdie. Tu peux avancer Clara. Et donc là c'est pareil, c'est le cercle vicieux, hein, les deux étant vraiment intimement liés. Quand il n'y a pas assez de T3, la demi-vie du cortisol est diminuée entre autres, et vice versa, donc l'un va engendrer l'autre, et donc aggraver encore l'ovulation. Enfin, l'hypothyroïdie, c'est aussi une des causes d'hyperandrogénie. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Comment l'hypothyroïdie peut entraîner trop d'androgènes? C'est pas très connu. Par la prise de poids, la masse graisseuse qui devient... Ça peut indirectement, mais du coup, ça serait plutôt là parce que l'hypothyroïdie entraînerait un hyperinsulinisme. Mais c'est aussi parce que l'hypothyroïdie baisse le transporteur des androgènes, la SHBG. Et vous savez, ou peut-être pas, que nos hormones stéroïdes ne sont actives que quand elles ne sont pas véhiculées par des transporteurs. Seule la fraction libre est active dans les hormones stéroïdes. Donc si j'ai moins de transporteurs à cause de l'hypothyroïdie, j'ai plus d'androgènes libres. Donc ça augmente mon imprégnation en androgène. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous illustrer un peu comment est-ce qu'on fonctionne. Pour moi, tout est là en fait. C'est vraiment notre enquête à la recherche des causes, et après on va proposer nos différentes stratégies. On va donner quelques pistes stratégiques, mais vous comprenez bien qu'en une soirée on ne pourra pas développer tout ça. On va juste donner vraiment des petites pistes stratégiques. La pilule de synthèse, donc les fausses hormones féminines, fausses oestrogènes, font monter les SHBG, donc toutes les hormones naturelles chutent, pas toutes, mais tous les transporteurs hépatiques, que ce soit le CBG qui transporte le cortisol, les SHBG qui transportent la testo, les oestrogènes, donc on fait une pilule, ça fait diminuer les synthèses hormonales, donc pas de libido, prise de poids, moral bas, dépression, etc. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un perturbateur endocrinien à large spectre, parce qu'on pense souvent que ça perturbe la fonction ovarienne, c'est prévu pour ça. C'est prévu dans le but de perturber la fonction ovarienne, mais ça perturbe vraiment la fonction thyroïdienne et surrénalienne également. Par rapport à ça, justement, qu'est-ce qu'il en est du stérilet hormonal, type Mirena? C'est des progestatifs, donc il y a aussi des effets secondaires qui ne sont pas anodins. Moi j'ai l'impression que sur les surrénales, parfois ça peut aussi, peut-être parce que ça augmente plus le CBG, mais c'est moins pire, j'ai envie de dire, quand c'est bien supporté, mais parce qu'il n'y a pas l'éthnylostradiol comme dans la pilule contraceptive, mais il existe aussi des pilules progestatives, microprogestatives, qui sont quand même moins pires que la pilule combinée östroprogestative. Mais quand les hormones peuvent être évitées, parce que la pilule progestative, même si elle était moins impactante d'un point de vue santé, elle bloque quand même l'ovulation quasiment. Alors il y a des femmes qui arrivent à ovuler un petit peu comme, parce qu'elle a plusieurs actions contraceptives. Elle bloque l'ovulation, mais pas totalement, mais elle va aussi obstruer le col de l'utérus.
Il y a des gynécos qui savent, en regardant en spéculum le col de l'utérus de leur patient, si elles prennent la pilule ou pas. Le col vieillit de 2 ans par an quand on est sous pilule contraceptive. C'est intéressant quand même à savoir. Et en fait, oui, donc que ce soit le Mirena ou la mini-pilule, en fait, on a... Progestative, du coup. Progestative, oui, sorry. Les femmes peuvent encore avoir un cycle. Moi, j'ai des patientes qui ont encore un cycle, elles se sentent ovulées encore, malgré le fait qu'elles aient un Mirena, par exemple. Et ça m'arrive, elles ont un Mirena, et je rajoute encore du progestane. Parce qu'elles ont encore ça en prémenstruel, elles ont une telle haute œstrogène qu'il faut rattraper l'œstrogène avec des progestatifs et de synthèse via le stérilet, plus naturel via le progestane du faston. Ah ouais, donc t'as souci des ça, fois. ça arrive, ça arrive. Et ça ne pose pas de problème si la patiente n'a pas de règles du tout. C'est-à-dire que si, parce qu'on a, ça veut dire qu'il n'y a pas de cycle ovulatoire, mais voilà. Mais la pilule, initialement, on en parle en consultation, la pilule, initialement, était faite pour être prise en continu. Et on a dit arrêter une semaine parce que les femmes, elles avaient peur, si je suis enceinte ou pas, elles trouvaient ça anormal de ne pas saigner. Donc c'est vraiment, si on a dit arrêter une semaine par mois, c'est simplement pour qu'elles saignent, qu'elles aient l'impression d'avoir des règles, mais ce n'est pas des règles. C'est des hémorragies de privation. Ça c'est important à savoir aussi, parce que quand on parle de cycle de connaissance, que la femme a son cycle, tu en as un peu parlé tout à l'heure, qu'il y a des femmes qui saignaient quand elles avaient trop ou trop peu d'oestrogène. C'est vrai que il n'y a pas que les menstruations. On a eu en consultation cette semaine une femme qui nous disait avoir des règles tous les 15 jours. Non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un cycle complet tous les 15 jours. Un cycle normal ne fait pas forcément 28 jours. Ça, Stéphane vous l'a dit. Un cycle normal peut faire entre 23 et 35 jours est tout à fait normal. Tant qu'il y a un bon corps, une bonne ovulation, un bon corps jaune, une bonne phase lutéale, ça peut être tout à fait physiologique. J'ai oublié ce que je voulais dire. 15 jours, c'est trop court. Comment? Ah oui, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc forcément, c'est forcément physiopathe. Et ce qui est physiopathe aussi, c'est quand la phase lutéale fait moins de 11 jours, ça peut pas être physiologique non plus. Ça peut être une privation. Les ovocytes en maturation sécrètent des oestrogènes, et puis ça ne marche pas, ils rechutent, ça peut faire saigner. Ça peut être du coup effectivement privation hormonale, ça peut être l'imprégnation oestrogénique. On a trop d'oestrogène, ça peut aussi finalement, à force de faire gonfler la muqueuse utérine, ça peut faire saigner. Et un autre troisième type de saignement physiologique, en plus des menstruations, c'est le troisième. Et le quatrième, c'est la nidation. Quand un embryon accroche, ça peut faire saigner aussi. Donc 4 types de saignement physiologiques. Et dès qu'on voit que ça ne correspond pas à l'un de ces 4, ça nécessite d'être exploré d'un point de vue médical. Et donc la femme qui sait se suivre dans ses cycles, qui sait reconnaître ses périodes de fertilité grâce à l'observation de la glaire ou autre méthode bien suivie, elle arrive parfaitement à identifier, tiens là j'ai saigné, c'était une nidation, et là bonne nouvelle si elle le souhaite, ou c'était une privation hormonale ou autre. C'est passionnant, enfin franchement. Mais alors quand même, parce qu'on a ça souvent en consultation, c'est des patientes qui ont des saignements surstérilés au cuivre. Oui. Alors le cuivre donc, entraîne une inflammation de l'utérus, ça peut donner même des infections vaginales, vaginales à répétition, et le cuivre, pas mal de patientes sous cuivre, alors qu'elles croient que c'est plus naturel que le Mirena, eh bien elles ont des saignements intermittents pendant leur cycle, qui les embêtent très fort. Oui, ouais, elle avait, ouais.